Bonjour, bienvenue dans ce cours de contrôle de gestion. Ce cours contrôle de gestion s'adresse aux étudiants inscrits au semestre 6 du parcours gestion. Nous avons l'habitude de commencer le cours par une introduction générale. Au niveau de cette introduction générale, nous exposerons le contenu et l'objet de la matière. Et donc, nous essayerons de voir l'importance du contrôle de gestion dans toutes les organisations. Nous verrons quelques définitions du contrôle de gestion, puisque le contrôle de gestion il est défini par différents auteurs de différentes manières. Nous verrons également les grands outils du contrôle de gestion et nous présenterons à la fin de cette introduction générale le contenu, c'est-à-dire les chapitres qui constituent ce cours de contrôle de gestion. Alors, la première question qui se pose, est la suivante. Pourquoi le contrôle de gestion est-il nécessaire dans une organisation? Pourquoi le contrôle de gestion? Eh bien, le contrôle de gestion, il est motivé par plusieurs raisons. En effet, dans chaque organisation, vous le savez, chaque organisation, quand je parle d'organisation ici, faut-il préciser le contenu du concept organisation? Quand je parle d'organisation, eh bien, je fais allusion à l'entité, c'est-à-dire l'entreprise, l'hôpital, une administration publique, et ainsi de suite. L'autre définition, ou bien contenu de l'organisation, eh bien, c'est l'organisation en tant que mode de fonctionnement. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'organisation en tant qu'entité, même si parfois le mot organisation renvoie au mode de fonctionnement de l'entité qui est l'organisation elle-même. Alors, pourquoi le contrôle de gestion? Eh bien, le contrôle de gestion est nécessaire dans toute organisation. Pourquoi? Parce que dans une organisation, parfois, les objectifs ne sont pas, je dirais, poursuivis par tous les acteurs et les acteurs ne sont pas suffisamment formés, motivés et impliqués dans la réalisation des objectifs de l'organisation. On parle alors d'un manque de convergence des buts ou bien un manque de cohérence entre les dirigeants et les responsables opérationnels. Et donc, pour éviter cette insuffisance d'implication, ce manque de cohérence au sein de l'organisation, nous avons besoin de mettre en place tout un ensemble de dispositifs qui permettent d'assurer la direction générale que les objectifs sont poursuivis et que les résultats sont conformes aux objectifs assignés aux différents responsables. Et donc, le contrôle des individus est motivé donc par plusieurs raisons. Les individus ici, ce sont les différents acteurs. Nous verrons que le contrôle de gestion ne s'adresse pas à n'importe quel individu, mais il s'adresse à une catégorie précise des responsables au sein de l'organisation. Ce sont les responsables des centres de responsabilité. Sinon, on aurait confondu le contrôle de gestion avec le contrôle opérationnel ou bien le contrôle stratégique. Nous reviendrons sur les concepts au fur et à mesure. Donc le contrôle de gestion vise les comportements. De façon générale, la finalité du contrôle de gestion, c'est d'agir sur les comportements des acteurs, sauf qu'il y a plusieurs façons d'agir sur les comportements. On cherche à agir sur les comportements des acteurs en agissant sur les résultats qu'on attend de ces acteurs-là. Donc le contrôle des individus, il est motivé par plusieurs raisons. Première raison, on suppose, c'est une hypothèse, il est possible que les individus ne sachent pas véritablement ce qu'on attend d'eux. Oui, parfois, on fixe un objectif à un individu, à un responsable, mais cet objectif n'est pas bien assimilé et l'individu ne sait pas véritablement ce qu'on attend de lui. Et donc, il est indispensable de mettre en place un contrôle des résultats. Un contrôle de résultats, on vous assigne un objectif en début de période généralement, on vous dote des moyens nécessaires pour ces objectifs et à la fin de la période, on vérifiera si les résultats obtenus sont conformes aux objectifs tels qu'ils sont fixés. Et donc, le contrôle de résultats ici prend la forme de la vérification des résultats s'ils sont conformes aux objectifs ou non. Deuxième motivation du contrôle des individus, c'est que l'intérêt de l'individu peut être en contradiction avec celui de l'organisation. Là encore, c'est une hypothèse. Oui, effectivement, il y a ce qui explique cela, parce que si l'on définit l'organisation, l'entreprise, l'hôpital, l'administration publique
comme étant une entité, un système, et un système, c'est un ensemble d'éléments d'interaction. Eh bien, à l'intérieur de ce système, il y a des sous-systèmes, c'est-à-dire des individus eux-mêmes qui ont leurs objectifs particuliers. Et donc, l'entreprise, c'est un système finalisé, et là, ses propres objectifs, auxquels doivent, je dirais, converger tous les différents comportements des acteurs. Cependant, dans certains cas, les acteurs eux-mêmes, ils peuvent être des sous-systèmes finalisés, c'est-à-dire avoir des objectifs particuliers qui peuvent parfois être à l'encontre des objectifs de l'organisation. Et donc, il est nécessaire de mettre en place tout un ensemble de dispositifs de contrôle des actions pour vérifier si les actions conduites à différents niveaux de l'entreprise vont permettre d'atteindre les objectifs de façon générale et de concrétiser la stratégie fixée au niveau de la direction générale. Troisième motivation, troisième hypothèse, c'est que l'individu peut ne pas avoir les compétences suffisantes pour comprendre une décision. Donc là, il a besoin d'être accompagné, d'où la nécessité du contrôle du personnel. Alors là, on voit qu'ici, il y a plusieurs formes de contrôle, ce qu'on appelle les formes de contrôle organisationnel, et le contrôle de gestion n'est qu'une forme de ces dispositifs de contrôle organisationnel. Nous reviendrons sur les particularités par la suite. Le contrôle relèverait donc d'un problème de contrôle des individus et des comportements, parce que la finalité du contrôle de gestion, c'est d'agir sur les comportements des individus pour qu'ils convergent vers les objectifs de l'organisation. Et donc, on est passé d'un contrôle des individus à un contrôle des faits. Un contrôle des faits, lorsqu'on vous fixe un objectif, eh bien, on viendrait à la fin de la période pour vérifier si cet objectif est réalisé. Alors là, on compare un fait, un résultat, un budget, une dépense, une performance à une norme. Et dans ce cas, on cherche, à travers ce contrôle des faits, à agir sur les comportements. Alors, le contrôle des individus, c'est toute influence qui vise à créer de l'ordre et donc une certaine régularité au sein du système, au sein de l'organisation. Le contrôle des faits, alors il prend la forme de différents mécanismes et processus permettant de s'assurer que les décisions et les comportements développés au sein de l'organisation sont en cohérence avec les objectifs fixés. Rappelez-vous donc, la notion d'objectif, il est ici indispensable parce qu'il n'y a de performance, il n'y a de résultat que par rapport à un objectif. Et le contrôle dans sa globalité, le contrôle diagnostique ou ce qu'on appelle le contrôle cybernétique, alors il se base sur une norme pour vérifier si le résultat est conforme ou non. Alors les faits que l'on peut donc se mettre au contrôle peuvent être différents. On peut contrôler un coût, on peut contrôler un résultat, un budget, et ces éléments-là, on suppose qu'il y ait un responsable derrière ces budgets, ces coûts, etc. Parce qu'il n'y a de contrôle que s'il y a responsabilisation. C'est l'une des hypothèses très importantes sur lesquelles nous reviendrons par la suite. Alors la majorité des modes de contrôle sont des contrôles cybernétiques. Pourquoi? Parce qu'ils s'expriment en référence à des normes ou résultats. Nous le verrons par la suite. Lorsqu'on calcule un écart par rapport à un coût, par rapport à une marge, par rapport à un chiffre d'affaires, par rapport à un budget, eh bien on suppose que préalablement une norme, une référence a été définie et donc il s'agit par la suite de comparer le résultat à cette norme et l'écart ne serait favorable que s'il est conforme à la norme de référence fixée et il ne sera qualifié de défavorable que s'il est en dehors des normes, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans les limites fixées au départ. En contrôle de gestion, le contrôle est basé essentiellement sur la mesure des résultats, c'est ce qu'on appelle le contrôle diagnostique. La mesure des résultats, et donc le contrôle de gestion ici cherche à évaluer la performance des différents responsables à travers les résultats réalisés. Faut-il ouvrir une parenthèse ici pour distinguer le contrôle diagnostique du contrôle interactif? Le contrôle interactif cherche donc à créer une certaine dynamique, un certain dialogue des interactions entre l'entité qui contrôle et l'entité contrôlée afin de promouvoir, de dynamiser, de responsabiliser et surtout aider les responsables à apprendre à comprendre l'objectif, apprendre à respecter l'objectif et apprendre à aller tout droit vers le résultat, ce qu'on appelle l'efficacité. Toutefois, le contrôle de gestion ne constitue pas le contrôle unique. Nous l'avons dit tout à l'heure, le contrôle de gestion n'est qu'une forme de contrôle de différentes formes qui s'exercent au sein de l'organisation.
puisqu'il existe donc plusieurs formes de contrôle. Nous reviendrons sur les différentes formes de contrôle, d'où l'importance de mettre le contrôle de gestion face au contrôle organisationnel de façon générale pour comprendre la place du contrôle de gestion dans le contrôle organisationnel et également appréhender la relation qui puisse exister entre le contrôle de gestion et les autres formes de contrôle telles que l'audit, le contrôle interne, le contrôle administratif exercé par la hiérarchie, ainsi de suite. Alors les activités et les opérations d'une organisation sont soumises souvent à plusieurs formes de contrôle. Le premier contrôle qui nous intéresse ici, eh bien, c'est le contrôle qui se fait par des instruments. C'est le contrôle instrumentalisé. Eh bien, on a souvent reproché au contrôle de gestion d'être instrumenté, sinon instrumentalisé au niveau des organisations. C'est la raison pour laquelle, parfois à tort, on a tout de suite l'impression que le contrôle de gestion s'identifie à la gestion budgétaire, à la comptabilité de gestion, etc. Ce n'est pas cela uniquement. Le contrôle de gestion, c'est tout un ensemble de dispositifs, que ce soit analytique, en termes de budget, ou en passant par les tableaux de bord ou autres indicateurs, tout un ensemble de dispositifs qui permettent de mettre sous tension les acteurs au sein de l'organisation pour qu'ils veillent sur le respect des objectifs qui leur sont fixés. Donc la première forme de contrôle que l'on croise au niveau des organisations, c'est le contrôle par les calculs. À travers le calcul des coûts, les budgets, les écarts, les indicateurs, eh bien, c'est le contrôle de gestion. Alors là, j'attire votre attention sur le fait que nous avons rompu en quelque sorte en termes de temps avec les prérequis du contrôle de gestion, puisque le contrôle de gestion programmé au niveau du semestre 6, il a des prérequis. Il devait être précédé par la maîtrise de la comptabilité de gestion et la maîtrise des calculs des coûts. Et donc le contrôle de gestion ici se fait à partir d'un ensemble d'instruments. Ces instruments-là, bien ces outils, sont développés dans le cadre de la comptabilité de gestion, ce qu'on appelle la comptabilité analytique ou bien la comptabilité industrielle. Et je vous invite donc à vous mettre un niveau au niveau de la comptabilité de gestion, bien la comptabilité analytique, déjà programmée au niveau du semestre 3 du cycle de la licence. Deuxième forme de contrôle, c'est le contrôle par l'observation des procédures. Oui, la direction générale est là, et là parmi ses compétences, le pouvoir de contrôle qu'elle exerce sur les subordonnés. Et donc, généralement, dans une organisation, un ensemble de procédures sont mises en place, et ces procédures doivent être respectées. Ce qui veille sur le respect de ces procédures, eh bien, c'est le contrôle interne, c'est l'audit de façon particulière. Le contrôle par le fonctionnement de l'organisation, eh bien, c'est la hiérarchie. C'est la hiérarchie qui veille sur le respect des règles et des procédures. Lorsque le chef est là, on le dit, lorsque le chef est là, tout le monde tremble dans le bon sens. Pourquoi? Parce que le chef a ce pouvoir d'exercer un contrôle sur les subordonnés, et ce contrôle porte sur le degré de respect des procédures et des règles de fonctionnement en place. Enfin, un contrôle qu'on ne voit pas, c'est un contrôle invisible, c'est le contrôle par les valeurs. Alors là, ce contrôle il est exercé par la culture, par les métiers développés au sein de l'organisation, par l'éthique et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que lorsque les acteurs partagent la même valeur, la même éthique, les mêmes, coutumes, traditions, les mêmes manières de voir et d'interpréter les choses, alors généralement, ils convergent de la même façon vers les objectifs. Et donc, il y a un contrôle exercé par la culture, c'est un contrôle invisible au sein de l'organisation. Alors, si l'on cherche à schématiser ces différentes formes de contrôle, eh bien, nous allons mettre l'activité de l'entreprise au centre de toutes ces formes de contrôle. Nous avons au moins 4 formes de contrôle, sinon plusieurs. Il y a le contrôle par l'observation des procédures. C'est ce qu'on vous apprend au niveau du contrôle interne ou de l'audit. Et à l'occasion, vous avez un cours en parallèle au cours de contrôle-gestion programmé au niveau de SCC, l'audit général. Le deuxième contrôle exercé sur l'activité de l'entreprise, c'est le contrôle par le fonctionnement de l'organisation. Eh bien, c'est la hiérarchie qui veille sur le respect des règles et des procédures en place. Et puis le contrôle par les valeurs, c'est le contrôle exercé par la culture, les métiers et l'éthique au sein
de l'organisation. Alors jusque-là, on ne voit pas le contrôle de gestion, et le contrôle de gestion, c'est la quatrième forme que nous allons introduire ici. C'est le contrôle qui se fait par les calculs, à travers le calcul des coûts, à travers le calcul des budgets, à travers le suivi des budgets, à travers le calcul des écarts entre les résultats et les objectifs, entre un résultat et une norme, à travers un certain nombre d'indicateurs développés et définis au niveau des tableaux de bord, et ainsi de suite. Nous verrons que le contrôle de gestion s'exerce par différents outils. Parmi ces outils, nous avons la comptabilité de gestion, sinon, il y a la gestion budgétaire, ou bien le contrôle budgétaire, les tableaux de bord, les précessions internes, et ainsi de suite. Et donc, déjà, l'idée principale à retenir jusque-là, c'est que le contrôle de gestion n'est qu'une forme des différentes formes de contrôle exercées sur l'activité de l'entreprise. Alors, le contrôle de gestion, donc, fait partie de cet ensemble de dispositifs de contrôle, du management, ou bien du contrôle de gestion. Alors, la traduction contrôle de gestion, c'est l'expression contrôle de gestion, c'est la traduction de l'expression anglaise management control. Management control, et il consiste donc à vérifier si les responsables, si les managers, par leur, décisions, par leur démarche de fonctionnement, par leurs actions, concourent à la réalisation des objectifs de l'entreprise. Dans le contrôle gestion ici, on trouve un contrôle par les résultats. Le contrôle par les résultats, eh bien, c'est un contrôle qui cherche à vérifier si les résultats obtenus sont conformes aux objectifs fixés. Alors cela suppose quoi? Cela suppose que préalablement, qu'on vous a responsabilisé, donc vous êtes acteur principal, dirigeant, subordonné, responsable d'un centre, d'une division, d'un département, alors là, vous avez besoin d'une autonomie, on vous l'accorde. L'autonomie de décision, l'autonomie d'utilisation des moyens, mais cela ne se fait pas sans contrepartie. Toute cette autonomie, elle est subordonnée à votre aptitude à atteindre les objectifs, et donc le contrôle portera sur vos résultats. Le contrôle par les résultats, qui est donc essentiellement le contrôle de gestion, suppose une certaine autonomie de pilotage qu'on dédie généralement aux acteurs pour atteindre les objectifs, c'est-à-dire nous vous avons responsabilisé et en contrepartie nous attendons de vous des résultats à réaliser. Donc le contrôle par les résultats, mais on avons deux grandes hypothèses. C'est-à-dire que le contrôle de gestion part de deux grandes hypothèses. La première hypothèse, c'est que les objectifs de l'organisation sont bien définis. C'est très important parce qu'il n'y a de vérification que s'il y a une norme, une référence. Et cette référence, c'est l'objectif. Si l'objectif n'est pas bien défini, n'est pas bien clair, alors là, la mission du contrôle sera difficile parce que vous allez comparer le résultat à quoi? À quelque chose qui est ambigu. Et dans ce cas, le contrôle risque d'être un contrôle politique qui est un peu loin du contrôle de gestion. Et donc, on suppose généralement que les objectifs de l'organisation sont bien définis. Les réalisations sont ensuite comparées à ces objectifs. Ce n'est pas cela uniquement. Si une différence significative apparaît, c'est-à-dire un écart, un fossé entre l'objectif et le résultat, alors là, on ne va pas se croiser les bras. On va passer à la deuxième étape, c'est rectifier l'action. Et donc, nous allons mettre en place des mesures correctives qui consistent à rectifier le fonctionnement et à recadrer afin de converger vers l'objectif. C'est-à-dire, si par exemple, pendant une période, le coût réel constaté dépasse le coût prévu, ou bien le coût préétabli, ou bien le coût budgété, alors là, il faudrait agir pour redresser ce qu'on peut redresser. Si par exemple le problème est dans les machines, il faudrait les entretenir, sinon carrément les renouveler. Si le problème est dans le personnel, il faudrait revoir la formation et la qualification. Si le problème est dans les conditions de travail, si le problème est dans les conditions d'approvisionnement de la matière première, tout cela invite donc à mettre en place un certain nombre d'actions correctives. Et donc, on ne peut déclencher ce processus de correction que si l'objectif est déjà bien défini. La deuxième hypothèse, c'est que l'organisation est découpée en centres de responsabilité. Chaque centre jouit d'une autonomie plus ou moins large en contrepartie d'un objectif à atteindre. Pourquoi? Parce que le principe du contrôle est simple.
Avant de contrôler, il faut tout d'abord responsabiliser. Si vous n'avez pas responsabilisé, il n'y a aucune légitimité à contrôler quelqu'un que vous n'avez pas responsabilisé. Et donc, le contrôle s'adresse à un responsable à qui on a confié des objectifs bien définis, à qui on a confié les moyens et à qui on a donc octroyé toute l'autonomie qu'il faut pour arriver au résultat souhaité. Et à partir de là, si les objectifs sont fixés et que les centres sont dotés de responsables, eh bien le contrôle de gestion prendra la forme d'évaluation de la performance des centres de responsabilité. Là encore, la notion de performance mérite une certaine précision. Il n'y a de performance que par rapport à un objectif, et de façon générale, la performance ici est définie comme étant le degré de réalisation d'un objectif. Si l'objectif est financier, on parle de la performance financière. Si l'objectif est social, c'est une performance sociale. Si l'objectif est le respect de l'environnement, eh bien la performance est environnementale, et ainsi de suite. La performance peut prendre différentes formes selon le contexte. Chaque cas est un cas. Dans certains cas, la performance financière est la plus importante. Dans d'autres organisations, la performance sociale est la plus importante. Et dans d'autres contextes également, la performance environnementale est la plus importante. Donc la performance ici, nous l'avons appréhendée dans le sens du degré de réalisation d'un objectif, et il n'y aura de performance que par rapport à un objectif. Le contrôle renferme généralement dans son fonctionnement deux logiques. Deux logiques qui peuvent paraître contradictoires, mais finalement, ces deux logiques se complètent. La première logique, c'est la logique de régulation. La logique de régulation. Alors, dans le parcours, le fonctionnement du centre, du département, de la division, de l'entité, alors on peut observer une déviation par rapport à l'objectif. Alors là, si on n'agit pas pour recadrer, pour faire retourner les responsables vers l'objectif initial, on risque de conduire à un écart défavorable par la suite. Et donc là, la logique de régulation vise à faire revenir l'organisation vers l'état désiré. Et l'état désiré, c'est l'objectif qui a été fixé au départ. C'est comme parfois quand vous vous lancez dans un travail. Après un certain moment, vous remarquez que si vous continuez en suivant une telle trajectoire, vous risquez de ne pas atteindre le point final défini préalablement. Eh bien, vous avez besoin de quelqu'un qui va vous recadrer, vous réguler. C'est la logique de régulation, et le contrôle de gestion donc vise à faire revenir l'organisation vers l'objectif. C'est la convergence des buts. La deuxième logique que renferme le contrôle de gestion, c'est la logique d'auto-apprentissage. C'est quoi la logique d'auto-apprentissage? Eh bien, je vais raccourcir le chemin en vous expliquant c'est quoi la notion de contrôle en relation avec l'apprentissage. Alors là, le jour de l'examen, vous avez raté une question. Ou du moins, vous n'êtes pas sûr de la réponse que vous avez donnée à une question. Alors là, vous êtes un peu stressé. En sortant de la salle d'examen, la première des choses à faire, c'est que vous vérifiez au niveau du support du cours, au niveau d'un document, est-ce que vraiment les éléments de réponse sont conformes aux éléments qui devraient être donnés comme éléments de réponse. Alors là, parfois vous constatez que vous avez raté la question. Eh bien, en constatant que vous avez raté cette question, vous avez appris cette définition, cette relation, cette chose que vous avez ratée une fois pour toutes. Eh bien, vous avez appris sans intervention de quelqu'un d'autre. Eh bien, là, c'est l'auto-apprentissage. Donc, l'action corrective menée par la suite, en cas de détection d'un écart défavorable, permet d'acquérir une expérience de la réalité. En forgeant, on devient forgeron. On peut se tromper la première fois, on se fait rectifier. La deuxième fois, on se fait rectifier. Eh bien, la troisième fois, peut-être, on aurait acquis déjà une expérience sur cette réalité, ce qui nous donne un peu l'assurance de pouvoir accomplir la tâche comme il faut. L'accumulation d'expérience poussera le responsable à reconsidérer l'état désiré, c'est-à-dire l'objectif. Et donc, dans le contrôle, il y a l'apprentissage. On apprend de nos erreurs tout simplement. Chaque erreur commise, c'est une erreur à rectifier. Chaque résultat atteint, c'est un processus maîtrisé, et donc vous êtes appelé à capitaliser. Quelques définitions du contrôle de gestion. Alors là, le contrôle de gestion, tout comme les autres disciplines qui relèvent de la discipline bien du champ de la comptabilité et de la finance, elle est définie de différentes manières à travers l'histoire. Donc il y a une évolution chronologique des définitions sur laquelle je ne vais pas m'attarder ici parce que
je risque de consommer trop de temps. Alors là, je me limiterai à 2 ou 3 définitions, les plus principales d'ailleurs. La première définition, c'est la définition donnée par le plan comptable général de 1982. Alors le contrôle de gestion est défini selon le plan comptable général comme l'ensemble des dispositions, mesures, procédures, prises pour fournir aux dirigeants et aux divers responsables des données chiffrées périodiques. Lorsqu'on parle de données chiffrées, bien c'est des données comptables et financières. Le chiffre d'affaires, c'est une donnée chiffrée. Le résultat, la marge, les quantités vendues, les quantités achetées, l'état des stocks, et ainsi de suite. Donc, on cherche à fournir aux dirigeants et aux divers responsables des données chiffrées périodiques qui caractérisent la marche de l'entreprise, c'est-à-dire son fonctionnement. Leur comparaison, c'est-à-dire la comparaison de ces données chiffrées avec les données passées au prévu, peut, le cas échéant, inciter les dirigeants à déclencher ce qu'on appelle des mesures correctives appropriées. Et donc là, on ressent la dimension analytique, la dimension comptable et financière du contrôle de gestion. Et de ce fait, le plan comptable appréhende le contrôle de gestion comme étant tout d'abord un système d'information qui permet de renseigner dans un premier temps les dirigeants et par la suite de leur donner l'assurance que les résultats obtenus sont conformes aux différents objectifs fixés ou bien sont conformes à ce que l'entreprise avait l'habitude de réaliser. Et donc là, c'est des données passées. Une deuxième définition que nous allons présenter ici, c'est la définition d'un grand chercheur en contrôle de gestion, Henri Bouquin. C'est un Français. Alors selon Henri Bouquin, le contrôle de gestion est un des éléments du contrôle organisationnel. Nous l'avons dit tout à l'heure parce que nous avons à côté du contrôle de gestion le contrôle qui se fait par l'audit, le contrôle interne, la culture, la hiérarchie, ainsi de suite. Son rôle fondamental est de permettre aux dirigeants de la hiérarchie d'être assurés. Vous voyez donc ici, on cherche à donner l'assurance aux dirigeants de la hiérarchie, ceux qui sont au 10e étage, j'essaie un peu de caricaturer, on cherche à donner à ceux qui sont au 10e étage, c'est-à-dire au niveau de la direction générale, l'assurance que ce qui se passe au rez-de-chaussée est conforme aux objectifs fixés. Sinon, on risque de ne pas respecter les objectifs réalisés tout simplement. Son rôle fondamental est de permettre aux dirigeants de la hiérarchie d'être assurés de la cohérence entre les actions quotidiennes, le fonctionnement quotidien et les stratégies définies dans le long terme. Donc là, le contrôle de gestion ici, il est défini en relation avec la stratégie et les actions quotidiennes doivent se faire conformément aux grands objectifs fixés par la direction générale. Alors, à travers cette définition, on comprend déjà que le contrôle de gestion est l'un des 3 niveaux du contrôle possible. L'un des 3 niveaux de contrôle possible. Ce contrôle de gestion, il est encadré en amont par la planification stratégique et puis en aval par le contrôle opérationnel, d'où l'importance d'articuler le contrôle de gestion avec la stratégie. Alors si l'on cherche à schématiser cette relation, eh bien sur une pyramide, donc le placement au sommet de la stratégie, c'est la mission de la définition de la stratégie, des grands objectifs, des buts, des finalités, c'est ce que fait généralement la direction générale. À un niveau intermédiaire, il y a ce qu'on appelle le management intermédiaire ou bien le management tactique. Et puis, au niveau le plus bas de la hiérarchie, nous avons les opérations et le management opérationnel ou bien le management quotidien. Alors là, au niveau de la stratégie, on place généralement le contrôle stratégique. Tout dispositif qui cherche à veiller sur la mise en œuvre de la stratégie et du respect des objectifs fixés par la stratégie, eh bien, prennent la forme du contrôle, eh bien, s'inscrivent dans le contrôle stratégique. C'est tout simplement ce que vous avez dans la planification stratégique. Au niveau intermédiaire, nous avons le contrôle de gestion. Et donc là, on comprend que le contrôle de gestion ne s'adresse, comme je viens de le dire tout à l'heure, à n'importe quel acteur, à n'importe quel individu, mais il s'adresse aux responsables intermédiaires à qui on a défini les objectifs à atteindre et à qui on a octroyé le pouvoir de gérer et de prendre des décisions adéquates. Et en bas de la hiérarchie, nous avons le contrôle opérationnel, ce qu'on appelle le contrôle des tâches. Alors, quelle est la différence entre le contrôle de gestion et le contrôle opérationnel? Eh bien, tout simplement, j'imagine dans une usine, lorsque un superviseur, un contrôleur vient chez un ouvrier pour contrôler un contrôle de routine, si l'objet, le produit est bien assemblé.
si l'assemblage respecte les schémas industriels, les normes, la nomenclature du produit, ainsi de suite, alors là c'est un contrôle de routine, c'est un contrôle des tâches. Mais lorsque le contrôle s'adresse à un responsable, un directeur des approvisionnements, un directeur technique, un directeur de la distribution, et on cherche à savoir si les résultats qu'il a réalisés sont conformes aux objectifs qui lui sont fixés, alors dans ce cas, on est dans le contrôle de gestion parce qu'on s'adresse à un manager intermédiaire. Alors les trois formes de contrôle stratégique, de gestion et opérationnel sont en interaction. Alors là, la stratégie est déclinée au niveau intermédiaire par des objectifs à court terme, parce que l'horizon du contrôle de gestion, c'est généralement une année. Et ces objectifs-là, à court terme, sont, je dirais, déclinés au niveau des opérations. C'est-à-dire que si le contrôle de gestion ne se base pas sur un contrôle opérationnel efficace, on risque de ne pas pouvoir atteindre les objectifs tels qu'ils sont fixés. Mais également, donc nous avons le retour, parce que le contrôle de gestion se nourrit du contrôle opérationnel et le contrôle stratégique se nourrit du contrôle de gestion, d'où cette relation donc, dialogique entre les différents niveaux de contrôle. La planification stratégique, donc c'est tout processus de décision concernant les objectifs de l'organisation et les stratégies pour atteindre ces buts. Ce n'est pas notre objet ici. Le contrôle de gestion, c'est le processus par lequel on s'assure. Donc là, vous avez l'assurance, elle est liée au contrôle. Alors parfois, on vous demande, avez-vous réalisé votre devoir? Avez-vous réalisé votre travail? Vous dites oui, si vous voulez vous rassurer, vous pouvez vérifier, vous pouvez contrôler. Et donc, par le contrôle, on obtient l'assurance que le travail est fait, que l'objectif est atteint. Donc, ici, c'est des objectifs de l'organisation. Le contrôle opérationnel, ou bien le contrôle des tâches, c'est un processus par lequel on s'assure que les tâches spécifiques sont réalisées de manière efficace, c'est-à-dire dans l'objectif assigné à la tâche et de façon efficiente, c'est-à-dire réaliser la tâche comme il faut et la réaliser avec un coût minimum. C'est ce qu'on appelle l'efficience. Le management ne peut pas se limiter à prévoir et décider des actions, il faut contrôler les actions. Alors là, il y a plusieurs définitions du management. La plus originale, c'est celle de Fayol depuis le début des années 1900, 1911, 1916. Alors là, c'est quoi le management? C'est tout un ensemble d'actions qui s'inscrivent dans le processus planification, organisation, direction, contrôle. Et vous avez au bout du processus, il y a le contrôle, c'est-à-dire que le management ne peut pas se limiter à la fixation des objectifs et à la prise des décisions, mais également il doit être, je dirais, complété par le contrôle de ces actions, sinon on n'aurait jamais la certitude que les objectifs sont atteints. Il y a donc une relation étroite, plus étroite même, entre le management et le contrôle de gestion. Pourquoi? Parce que le manager doit pouvoir s'appuyer sur un système de contrôle efficace. Et nous avons, comme nous l'avons remarqué tout à l'heure, à travers la définition d'Henri Bouquin, le contrôle de gestion est lié à la stratégie. Nous avons la stratégie qui est fixée par la direction générale, nous avons les actions qui se déroulent au niveau des différents ateliers, au niveau des différents centres opérationnels, et nous avons besoin de décliner, d'accord, d'un canal pour décliner la stratégie sous forme d'action. Et bien, ce qui assure cette déclinaison de la stratégie au niveau opérationnel, c'est le contrôle de gestion. Et donc, le contrôle de gestion participe au processus de management de façon générale. Ce processus qui démarre avec l'information, la décision, l'action et puis par la suite le contrôle. Est-ce qu'on peut imaginer un processus de management qui se limite tout simplement à l'information, à la décision et à l'action? Eh bien, c'est un management maladroit qui risque de ne pas pouvoir atteindre les objectifs qui sont fixés, parce que lorsqu'on décider, c'est faire un choix, c'est opter pour un objectif au lieu d'un autre. Les actions, c'est la mobilisation des ressources nécessaires pour atteindre l'objectif. Si le processus n'est pas complété par le contrôle, donc on n'aurait pas la certitude que les décisions sont, je dirais, à leur place et que les décisions prises permettent d'atteindre les objectifs fixés. Et le contrôle ici, il vient pour évaluer la pertinence des décisions prises au sein de l'organisation.
Le contrôle assure le lien entre l'intention stratégique du décideur et les actions des opérationnels. Les opérationnels ici, ce sont les cadres, les employés, les vendeurs, les ouvriers, etc., en veillant à la transmission d'ordres cohérents et en vérifiant leur exécution. Le contrôle porte généralement sur la vérification. Le contrôle donc est synonyme de surveillance et de maîtrise. Il est synonyme de vérification-surveillance. C'est le cas lorsqu'on se pose la question: pourquoi les coûts ont-ils augmenté? Pourquoi a-t-on dépassé un budget? Là, c'est un contrôle, d'accord, qui va dans le sens de la vérification ou bien de la surveillance. Contrôler également, c'est maîtriser. On dit que quelqu'un maîtrise sa voiture ou bien il contrôle sa voiture. Alors là, maîtriser, c'est quoi? C'est en cas d'écart entre les prévisions et les réalisations. Alors là, il faut pouvoir mettre en action un certain nombre de mesures qui permettent de revenir vers la situation désirée. C'est ce que nous avons appelé tout à l'heure la logique de régulation. Troisième définition, la plus importante et la plus originale peut-être, c'est celle de Robert Anthony. C'est la définition que nous verrons tout de suite. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Je reviendrai sur cette introduction en développant la définition d'Anthony dans quelques instants. Merci.